Bonjour à tous. On va redémarrer l'après-midi. D'abord, je vais me présenter. Je suis Franck Le Timonier, je suis le coordinateur opérationnel en France, métier de 2025. Et donc, j'avais demandé à avoir un petit peu de temps pour échanger avec vous en ce début d'après-midi. D'abord, je m'excuse parce que c'est pas passé loin. Avec vous ce matin et je ne pourrai pas être avec vous après mon intervention. J'en suis vraiment désolé, je déteste faire ça, venir et repartir. Voilà, j'ai une autre réunion très importante sur le plan génomique avec des auditions industrielles toute la journée, avec des gens qui viennent de l'étranger, donc on ne pouvait pas, il fallait jouer avec les deux agendas. Donc je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir donné un peu ce temps de parole. Il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui ont participé au dernier comité de pilotage opérationnel du plan, où on a beaucoup parlé de comment on avait avancé autour des indications. Mais donc je voulais un peu vous faire part un peu du contexte général et du mode et de la façon dont on pense avancer dans les semaines et dans les mois à venir par rapport aux indications. Voilà, donc le premier point qui est important, et je ne reviendrai pas parce qu'en plus vous allez avoir dans l'après-midi différents intervenants qui vont vous montrer différents plans qui sont actuellement mis en place, des filiages, la mise en place des deux plateformes, le graphics, etc. Bien comprendre que ce choix d'indication, ça s'inscrit vraiment dans le contexte très particulier et dans le périmètre qu'on a défini pour le plan France Médecine Génomique 2025, avec cette ambition d'inscrire directement le séquençage dans le cadre du soin, et cette ambition d'avoir un remboursement et donc un système pérenne de prise en charge financière du séquençage génome complet, et qu'en indiquant ça, ça implique énormément de choses et énormément de verrous, de challenges qu'on va tous ensemble devoir relever sur l'interprétation, sur l'évolution des technologies de séquençage, l'analyse des données, etc., etc. Et j'ai oublié énormément de choses. Donc il est important de voir que la réflexion, alors vous allez dire mais pourquoi le plan a été lancé il y a maintenant pas mal de temps, pourquoi on l'aborde maintenant? Parce qu'on s'inscrit dans un calendrier général où on avait dans un premier temps faire passer politiquement le fait qu'il fallait faire un effort particulier dans ce pays en médecine génomique. Le temps qui est toujours trop long dans ce pays, qui était de passer de l'annonce politique à la réalité de l'obtention des financements. Ça a pris énormément de temps. Et puis 3, il y a la mise en place des outils, notamment des plateformes et d'autres outils qui nous seront présentés. Et donc on est encore dans cette phase de montée en puissance autour des infrastructures. Et donc c'est pour ça que maintenant on aborde la question des indications pour pouvoir lancer cette phase-là. Et en abordant ça maintenant, c'est également un signe très positif, c'est qu'on va bientôt, d'ici quelques mois, passer dans ce que moi j'appelle la deuxième phase du plan. Ça ne va pas être un plan qui va être piloté par la montée en puissance des différents dispositifs, mais qui va être un plan qui va être totalement drivé par le choix des indications. Et c'est ça qui va orienter derrière comment on va s'organiser, comment vont se mettre en place les filières, les réseaux, comment le CREFIX que vous allez voir dans ses fonctions d'innovation, de centre de référence, va identifier des verrous à lever et trouver les solutions, etc., etc. Comment on va progressivement également apporter des solutions pour l'interprétation avec le collecteur analyseur de données et bénéficier de l'ensemble des données génomiques qu'on aura centralisées. Donc voilà, donc tout ça, ça va être drivé par les indications, c'est la deuxième phase du plan. On en est encore dans la première. Et là, il est vraiment important de bien comprendre les choses. C'est qu'on avait lancé au départ, mis en place des plateformes, d'autres infrastructures, mais on avait également mis en place des projets pilotes, qui sont des essais cliniques et qui visaient vraiment à se mettre en conditions réelles de mise en place d'un parcours de soins. Ce n'était pas un simple essai clinique, c'était tester, organiser un parcours, voir où sont les verrous, comment on les relève dans la sphère de la recherche clinique, et puis également y associer une étude médico-économique. Donc on avait quelque part un ensemble global qui sont des données essentielles qui seront ensuite portées vers les agences, la HAS en premier lieu,
pour voir comment, de façon globale, on appréhende la médecine génomique à travers les exemples des projets pilotes, pour ensuite valider les choses et aller progressivement vers le remboursement. Donc, premier élément, on a d'un côté des projets de recherche pour lesquels des choix ont été faits sur certaines indications. Je vous le rappelle, sur les cancers, c'était cancer du côlon, sarcome. Sur l'exemple de parcours de soins maladies rares, on était parti sur déficience intellectuelle. Exemple sur les maladies communes, diabète de type 2 atypique, voilà. Donc d'un côté la recherche, et puis de l'autre côté là on met en place les plateformes qui sont des plateformes de soins courants. Donc on n'est pas là, elles ne prendront pas en charge des patients pour de la recherche clinique, on sera vraiment dans une perspective de soins. Donc c'est l'ambition, c'est ambitieux, mais c'est à ça on va être confronté début 2019. Et donc le premier élément était de se dire que de ne pas avoir le moindre ambiguïté sur les indications entre ce qui relève du soin et avec un parcours et une prise en charge de type soin par rapport à ce qui est fait côté des essais cliniques. Et donc les indications des essais cliniques restent les indications des essais cliniques et sera d'emblée, on ne démarrera pas sur ces indications-là tant que l'essai clinique sera en cours. Ça, c'est un premier élément très important, de dissocier les deux. Voilà. Deuxième élément, pour la mise en place des plateformes, il va y avoir deux périodes. Il y a une première période où on va sur ces plateformes, je pense qu'il y a un gros effort collectif, il va falloir apprendre, dans une logique de soins courants, génome complet, hein, je rappelle, on est très très loin des indications de panel de gènes, il y aura une phase d'apprentissage et de montée en puissance. Donc on va dissocier ça de cette montée en puissance à arriver à un certain niveau de plateau en termes de maîtrise des choses, et là on sera dans des indications plus larges qui sont mises en place. Mais dans un premier temps, c'est comment opérer cette montée en puissance. Et là il faut qu'on démarre sur ce qu'on a appelé des pré-indications. Alors on a utilisé ce terme-là pour être bien différent d'indications pilotes et qu'il n'y ait pas de confusion avec les projets pilotes qui sont de la recherche et avec les indications qui seront celles qui seront l'issue d'un processus mis en place par une des mesures du plan, la mesure 6 pour les spécialistes, que coordonne la HAS avec un groupe de travail et dont Cédric Carbonel, qui est ici présent, vous donnera un peu la méthodologie qui est prévue. Donc il y a dans la réflexion actuelle, il y a comment allons-nous démarrer et quelles seront ces premières pré-indications. Au passage, c'est des choses juste pour démarrer, ça ne signifie rien vis-à-vis de ce que seront les indications, parce qu'elles répondront au processus qui va être décliné. Voilà, donc il y a il faut bien distinguer ces trois affaires-là. D'un côté, les projets de recherche, de l'autre côté, sur le soin, la phase de montée en puissance avec des pré-indications, et puis progressivement, la mise en place d'indications. Alors sur les indications cliniques, et avant de donner un peu la parole à Cédric, bien il y a un principe, trois principes essentiels. D'abord, on veut être sur un processus dynamique, réactif, et pas être sur des cycles longs. Vous êtes dans un domaine où l'acquisition de connaissances se fait très rapidement, il faut l'intégrer. Et puis également, sur les évolutions technologiques se font également très rapidement et permettent d'ouvrir et de lever certains verrous. Donc il faut qu'on soit dans cette logique et dans cette dynamique. Et puis, il est essentiel, une indication, ça va correspondre au fait qu'on a une population de patients cibles pour lequel il y a une réelle indication, motivation pour recourir à un séquençage génome complet, mais après il faudra respecter l'ensemble du parcours, c'est-à-dire on a d'emblée indiqué que l'entrée dans le parcours de soins se ferait avec une RCP amont, que l'interprétation aboutira à une RCP aval pour l'orientation ou diagnostique ou thérapeutique en cancer. Et donc il faudra respecter tout ça. Il faudra bien qu'on soit en mesure d'avoir une standardisation, une robustesse sur toute la partie séquençage, sur toute la partie d'analyse, qu'on ait le réseau de biologistes pour interpréter adéquat pour prendre en charge la population visée au départ. Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là, en plus de l'analyse et de la réflexion médicale sur la nécessité de pouvoir recourir et du bénéfice que peut apporter le génome complet, qu'il faut que l'on ait.
Et ça, c'est un sujet, et je pense que oui, Jean-François Deleuze qui est là va vous en reparler tout à l'heure. C'est un des points importants du CREFIX dans ses fonctions de centre de référence, c'est d'échanger avec les plateformes et d'avoir cette un peu vision globale pour tous les aspects associés au parcours et d'harmonisation de ce qui se fera sur chacune des plateformes. Voilà. Dernier élément, et puis après Cédric, je te passe la parole pour décliner un peu les critères. Vous le savez aujourd'hui, donc il y a 2 plateformes qui qui se mettent en place. Donc Sequoia en Île-de-France, Oragen en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le plan prévoit d'avoir jusqu'à 12 plateformes parce que ça correspondait à une cible de nombre de patients qu'on avait pré-identifié au regard des informations que nous avions récoltées auprès des plans cancer, plans maladies rares. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres plateformes qui vont se mettre en place. Alors il y a une question qu'on nous pose toujours, c'est quand. Ça fait partie. Alors il y a un plan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont financées, et c'est bien pour ça que ce sont des plateformes de soins, exclusivement de soins, par l'assurance maladie, que la loi de financement sur l'assurance maladie se négocie année par année, chaque année. On n'est pas sur des logiques pluriannuelles, donc il y a discussion chaque année. Donc aujourd'hui, c'est actuellement que ça se discute, donc on n'a pas les éléments de savoir est-ce que c'est... on met ça dans la loi de finances de 2019, est-ce que ça sera l'année suivante? Il y a des questions, c'est quels sont le retour qu'on doit avoir sur Sequoia Oragen, ou est-ce qu'on est dans cette dynamique-là? Bon, c'est pas l'objectif du jour. Le seul message que je voudrais vous faire passer, c'est que il y a 2 plateformes, il y en aura d'autres, et donc la volumétrie d'accès au séquençage va également progresser au fil du temps, et donc il faut qu'on ait un dispositif qui soit évolutif et qui soit capable de faire cette montée en puissance. Voilà, moi, un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous propose, c'est de passer la parole à Cédric, et puis après, on pourra répondre à vos questions. Merci Franck. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric Carbonneil. Donc, je dirige le service d'évaluation des actes professionnels à la Haute Autorité de Santé. Et c'est nous qui avons en charge, effectivement, la mesure 6, qui doit permettre de définir les conditions permettant à ce que des actes de séquençage très haut débit soient, à terme, pris en charge de manière pérenne par la collectivité, en l'occurrence par l'assurance maladie. Donc c'est un challenge important, puisque bien évidemment il y a des exigences qui sont communes à l'ensemble des technologies médicales, qui ne sont pas spécifiques et qui ne vont pas être spécifiques de la génétique. Donc il va falloir qu'on les adapte et qu'on définisse aussi à terme, les besoins d'études, qu'elles soient cliniques, qu'elles soient médico-économiques, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient sociétales, en fonction du bénéfice dans chaque, indication que pourra apporter le séquençage très haut débit exomogénome sur la prise en charge du patient. Donc ça, ça va être un gros travail qui va nous occuper à partir de début 2019, avec un groupe de travail, qui travaillera en parallèle sur une autre thématique. Ça va être effectivement de définir, le processus opérationnel pour permettre à terme que de manière fluide, on puisse avoir au fil de l'eau, en fonction de l'arrivée des données, la prise en charge de nouvelles indications du séquençage par la collectivité, et pas qu'on soit sur un processus, par un coût. Donc là, il va falloir voir avec l'ensemble, des payeurs, des décideurs, donc CNAM, ministère, agences professionnelles, comment est-ce qu'on va essayer de mettre en place ce système et de définir un peu qui fait quoi. Mais ça, là aussi, ça va concerner, 2019, puisque on va parler d'indications remboursables qui vont être vraiment dans un second temps. Dans un premier temps, ce qui va nous occuper, nous, d'ici jusqu'à la fin de l'année, ça va être effectivement de pouvoir définir une méthode de priorisation pour ce que Franck vous a présenté, c'est-à-dire les préindications. On a 2 plateformes qui vont être opérationnelles l'année prochaine, qui ont une capacité à faire déterminée, qui bien sûr ne peut pas absorber la totalité des besoins, maladies rares, maladies communes, cancer. Donc il faut bien démarrer sur quelque chose, s'articuler avec les projets pilotes comme ça a été évoqué, et donc il va falloir qu'on fasse effectivement un choix pour savoir avec quoi on commence, et ça va être effectivement l'objet des premiers travaux que nous allons mener.
Alors très clairement, comment est-ce que nous envisageons les choses actuellement? Bien évidemment, ce n'est pas la HAS qui va toute seule dans son coin sortir, je dirais, des indications qu'elle va passer dans un filtre et ensuite sortir quelque chose. Vous allez bien évidemment être sollicité pour nous faire des propositions. J'ai déjà vu effectivement pas mal de choses ce matin. Effectivement, on est, je dirais, sur la bonne voie. Vous avez pu éventuellement identifier des top 3 ou autres. Mais nous, comme nous sommes dans une logique, comme je vous le disais, transversale, qui implique aussi la cancérologie et les maladies communes, on va, je dirais, créer une matrice qui va nous permettre, je dirais, d'essayer de pondérer, je dirais, les différentes demandes en fonction de deux choses. Bon, en gros, on va dire la partie santé publique, c'est-à-dire quelle est la nature du besoin pour les patients, éventuellement pour les aidants. Donc on va définir des critères assez précis qui vous permettront, je dirais, de pouvoir documenter ça. Quel est l'impact du séquençage sur la prise en charge du patient? Mais quand je dis prise en charge, c'est pas forcément thérapeutique, ça peut être aussi médico-social, ça peut être en termes de diagnostic. Et puis, on va jouer aussi sur des caractères opérationnels, puisqu'on a une capacité à faire qui est limitée, donc bien évidemment, il va falloir qu'on en tienne compte. Donc, on va demander également la taille de la population cible de chaque indication, et ça va être nécessaire pour savoir justement est-ce qu'on est capable sur cette indication de rentrer dans sa totalité sur les plateformes, de façon à ce que pour une indication donnée, on puisse effectivement absorber toute la population cible de l'année. On prendra en considération également toute l'organisation qui va se faire, qui est nécessaire autour. Donc vous en avez pas mal discuté ce matin sur l'amont, l'aval, en termes de RCP, en termes de disponibilité, de capacité d'interprétation. Voir ce qui est d'ores et déjà disponible, opérationnel et pleinement fonctionnel. Est-ce qu'il y a d'autres cas où il y a encore besoin de travailler un peu? Donc voilà, on va prendre aussi en considération ces aspects un peu organisationnels de façon à ce qu'on puisse, je dirais, démarrer avec certaines indications pour lesquelles on a d'ores et déjà à peu près tous les éléments déjà en place. Pour pouvoir vraiment tester en grandeur réelle le fonctionnement. Alors attention, ce jeu de préindication qui devrait être proposé en début d'année n'est pas quelque chose qui va être figé une fois pour toutes pour les, 6 mois, 2 ans, 5 ans à venir. Non, ça a vocation à être effectivement évolutif. D'une part, en fonction des capacités des plateformes, puisque je pense qu'elles vont aussi individuellement pouvoir croître un peu par rapport à ce qu'elles vont être capables de faire dès 2019. Avec l'arrivée d'autres plateformes, et puis avec la structuration que les uns et les autres vont avoir au sein de leur propre filière ou de leur propre organisation quand il s'agit de la cancérologie. Donc on aura vocation à faire évoluer assez rapidement, je dirais, ce panier d'indications qui pourrait être éventuellement, je dirais, ajusté en fonction des besoins, notamment en termes de population cible. Donc nous, à notre niveau, on va effectivement avoir une démarche qui va être très... je dirais théorique dans un premier temps, qui va d'essayer de mettre un peu en lumière l'ensemble des critères pour arriver un peu à hiérarchiser les choses, et puis donc de voir avec quel cas de figure on peut commencer, je dirais, dès 2019, et en ayant en ligne de mire éventuellement peut-être d'autres indications qui pourront justement intégrer ce panier progressivement. L'un des éléments qui va être marquant, c'est peut-être celui qui va moins vous plaire, c'est que bien évidemment on va demander aussi ce que vous avez en stock en termes de littérature sur les indications en question. Pourquoi? Parce que bien évidemment notre logique, ça va être qu'à terme ces indications puissent être prises en charge par l'assurance maladie. Et là, bien évidemment, pour pouvoir être pris en charge, il faut avoir une démonstration de l'utilité, alors qu'elle soit clinique, médico-économique ou autre. Et donc, il y aura un certain nombre de besoins d'études préalables là-dessus. Donc, on va vérifier quand même qu'il y a déjà un petit corpus minimal de littérature sur, je dirais, les indications considérées, de façon à ce qu'on minimise le plus le risque d'éventuellement commencer avec des préindications qui, à terme, n'auraient quasiment aucune chance rapidement d'être pris en charge par l'assurance maladie et du coup de sortir du champ. Donc ça, là aussi, ça va être
je dirais, une contrainte qu'on va être amené à poser. Après, on va voir effectivement quel type de choses on va demander. Mais là encore, ça sera, je dirais, quelque chose de très, très préliminaire. On ne va pas vous demander, je dirais, des données extrêmement complexes. Et pour cause, elles n'auront pas forcément été colligées. Donc on verra comment ça peut se caler. Et puis bien évidemment, on va prendre en considération des éléments internes au plan, c'est-à-dire que notamment aussi en termes d'organisation, on va voir aussi justement les articulations avec le Créfix, quelles sont les choses qu'ils vont pouvoir, je dirais, standardiser, comment vous faciliter les choses, ça, vous verrez ça tout de suite après, de façon à ce qu'on fasse que ça fonctionne. Notre logique est vraiment d'être sur un système dynamique, parce que très clairement, comme vous l'avez vu, on passe sur quelque chose qui devient du ressort quasiment de l'échelon industriel, avec des besoins de données, des nombres d'examens, des besoins en professionnel qui sont sur une toute autre échelle. Et donc il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit effectivement fluide, huilé, pas trop contraignant, mais suffisamment, je dirais, sécurisant pour qu'on puisse vraiment avoir, je dirais, montrer le vrai bénéfice et tout le bénéfice du séquençage très haut débit dans le cadre en question. Voilà.